Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Warwick Powell, professeur adjoint à la Queensland University of Technology en Australie et également Senior Fellow à l'Institut Taipei à Pékin. Vous êtes un expert de la Chine, de l'économie politique et de l'économie numérique. Bienvenue dans l'émission, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. C'est un plaisir d'être ici avec vous, Glenn. Nous avons donc récemment vu paraître un article dans le Financial Times, que vous avez sûrement lu, affirmant que les États-Unis demandaient au Japon et à l'Australie de clarifier leur engagement à entrer en guerre contre la Chine si la situation l'exigeait, très probablement au sujet de Taïwan, en recourant à la force militaire pour empêcher la réintégration de Taïwan à la Chine par la force. C'est une évolution étrange. J'ai vécu pendant 14 ans en Australie et je me souviens avoir parlé avec John Howard, le Premier ministre, qui disait « Vous savez, nous n'avons pas à choisir entre la Chine et les États-Unis. » Ses successeurs, comme Kevin Rudd et d'autres, les politiciens les uns après les autres, disaient tout la même chose. Nous n'avons pas à choisir entre les États-Unis et la Chine. Mais bien sûr, nous voyons maintenant, ces dernières années, alors que les tensions se sont accrues entre les Américains et les Chinois, que ces États en première ligne, si l'on peut les appeler ainsi, sont plus ou moins forcés de choisir. Eh bien, personne ne va s'aligner avec la Chine contre les États-Unis. Mais essentiellement, l'option se résume à ne pas choisir ou à prendre le parti de l'Amérique contre la Chine. Comment évaluez-vous cette situation? Eh bien, cela a certainement semé la zizanie, si je puis utiliser une expression australienne, pour décrire les effets de cet article de presse. C'était un peu comme si on avait jeté un gros caillou dans l'étang, et cela provoque encore beaucoup de remous. Comme vous le savez, la discussion autour des engagements de l'Australie ou des exigences américaines envers l'Australie pour qu'elle précise sa position en cas de conflit futur possible s'inscrit dans le cadre d'un examen en cours mené par Elbridge Colby au Pentagone sur les accords AUKUS, et en particulier sur l'engagement des États-Unis dans ce cadre à fournir à l'Australie des sous-marins nucléaires. L'engagement de l'Australie envers l'AUKUS bénéficie d'un soutien bipartisan, mais les événements récents à Washington, en particulier l'imprévisibilité de l'administration actuelle en matière de politique étrangère internationale, de politique de défense et de politique commerciale, ont suscité beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes à travers le monde, y compris en Australie. Quant à la fiabilité et à la stabilité de Washington en tant que partenaire stratégique à long terme. Je pense donc qu'il est important de replacer cette demande particulière dans un contexte un peu plus large. Je pense que l'autre aspect intéressant de cette demande, c'est qu'elle est survenue juste avant la visite du Premier ministre australien Anthony Albanese à Pékin, Shanghai et Chengdu, où il se trouve actuellement. À certains égards, le moment choisi pour cette fuite particulière vers le Financial Times pourrait être interprété comme étant particulièrement malicieux, cherchant à créer des tensions et à jeter une ombre sur la visite du Premier ministre australien en Chine. Le Premier ministre australien a donc évidemment répondu à de nombreuses questions des médias à ce sujet, et il a esquivé la plupart d'entre elles avec un flegme typiquement australien, en donnant une réponse diplomatique assez prévisible, mais néanmoins prudente. Et cela signifie que l'Australie ne prendra pas d'engagement préalable face à des circonstances hypothétiques. Elle ne soutient pas les changements unilatéraux du statu quo concernant le statut de Taïwan et la situation dans le détroit de Taïwan. L'Australie prendra ses propres décisions en fonction des circonstances à venir.
C'est à peu près là que les choses en sont restées. Mais cela a vraiment lancé ou intensifié le débat public en Australie sur le positionnement stratégique à long terme vis-à-vis de l'Asie, sur la place de l'Australie par rapport aux États-Unis, et finalement sur l'évolution de la région au cours des 20, 30 ou 40 prochaines années. Ainsi, l'AUKUS, le partenariat de sécurité entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, semble être complété par le Quad, qui est le dialogue quadrilatéral de sécurité entre les États-Unis, l'Inde, le Japon et l'Australie. Dans quelle mesure voyez-vous cela comme une possible base pour un système d'alliance ou une politique de bloc dans la région asiatique? L'OTAN parle beaucoup de devenir global, d'établir également une présence en Asie. Bien sûr, nous avons déjà ces institutions. Mais je pense à votre ancien Premier ministre, Paul Keating, qui a écrit une lettre intéressante dans laquelle il disait quelque chose comme « L'Asie a besoin de l'OTAN comme de la peste », soutenant que ces systèmes d'alliance importeraient en Asie beaucoup de la politique de bloc destructrice de l'Europe. Considérez-vous que l'AUKUS et le Quad sont en train de changer de nature? Parce que s'il ne s'agit que d'un partenariat sécuritaire, construire des armements communs, coopérer, c'est une chose. Mais si cela prend une tournure très marquée par la politique de bloc, avec ces pays devenant des États de première ligne dans une future guerre contre la Chine, ce serait très différent. Pensez-vous que la nature de ces organisations évolue, ou bien Écoute, il pourrait changer, Glenn. Ces organisations minilatérales ont émergé au cours des, un peu moins de 10 dernières années, en grande partie, je pense, comme reflet de certaines réalités matérielles changeantes qui influencent la manière dont les États-Unis configurent leur propre projection de force et leur posture militaire dans cette région, au minimum. La configuration historique voyait vraiment les États-Unis comme le centre et ils opéraient leur réseau d'alliances à travers une série de relations bilatérales, que ce soit avec les Philippines, le Japon, la République de Corée, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande en particulier. Et cette configuration est en train de changer. Il semble assez clair que les États-Unis cherchent à établir un réseau de relations minilatérales dont ils espèrent qu'il assumera la charge financière, matérielle et en fin de compte, je pense, en termes de personnel en cas de conflit. C'est donc le premier point à noter concernant l'émergence de ces organisations minilatérales. L'envers de tout cela, cependant, c'est que la région se trouve, par conséquent, dans un état de flux considérable. La stabilité ou la prévisibilité des configurations de sécurité régionale au cours des 40 dernières années, par exemple, a vraiment commencé à se défaire, en partie à cause de la modernisation et de l'expansion continue des capacités défensives de la Chine dans la région, mais aussi, je pense, parce que la capacité matérielle des États-Unis à projeter leurs forces a également évolué. Et elle n'est plus dans une position où elle exerce une primauté incontestée et unilatérale. Nous voyons cela dans d'autres parties du monde. Comme vous l'avez souvent souligné, les États-Unis cherchent vraiment à transférer beaucoup plus de responsabilités à leurs alliés européens en termes de personnel, de matériel et de finances pour qu'ils prennent en charge les conflits en Europe. Je pense qu'un état d'esprit similaire et un cadre politique comparable sont également appliqués en Asie. Cependant, du point de vue asiatique, ce changement de configuration ouvre aussi un ensemble différent de possibilités. L'une des possibilités, bien sûr, est que ces organisations mûrissent, pour ainsi dire, en des blocs du type dont vous parlez, ou qu'elles se transforment en cellules cancéreuses, comme le suggère Keating. Alternativement, c'est un signal envoyé aux pays de la région indiquant qu'en réalité, les États-Unis cherchent à faire plusieurs choses. D'une part,
à réduire leur propre exposition directe et leurs engagements directs dans la région. D'autre part, à pousser d'autres acteurs à prendre le relais en première ligne, à assumer la charge et les risques. Mais ce faisant, cela ouvre une fenêtre permettant à certains pays de s'octroyer un peu plus d'autonomie et d'indépendance. Et je pense que tout cela est en jeu en ce moment. Rien n'est gravé dans le marbre. Ce qui était autrefois solide se dissout dans l'air très très rapidement. Parce qu'il y a un format intéressant dans lequel les États-Unis mènent généralement ces guerres, peut-être encore plus aujourd'hui qu'autrefois. Ils adoptent une position un peu en retrait, ce qui signifie que lorsqu'ils affrontent la Russie, par exemple, ils le font avec les Ukrainiens et laissent désormais les Européens en assumer le coût. Et les États-Unis endossent en quelque sorte ce rôle étrange de prétendre être le médiateur dans une guerre qui semble être principalement entre les États-Unis et la Russie. Nous avons également observé des développements similaires au Moyen-Orient, c'est-à-dire que Washington parle de négocier une trêve entre Israël et Gaza ou entre Israël et l'Iran. D'une certaine manière, les Américains deviennent le médiateur dans des guerres où ils sont pourtant très impliqués. Alors, voyez-vous une approche similaire, disons, de diviser pour mieux régner, ou de diviser le monde entre des alliés obéissants et des adversaires affaiblis? Y a-t-il le même potentiel en Asie, où les pays de cette région sont-ils un peu plus prudents? Écoutez, je pense qu'il y a un potentiel pour cela. Et je pense que la stratégie est en grande partie la même, comme vous l'avez décrit. La difficulté dans cette région, c'est qu'elle possède aussi une histoire différente. Et c'est une histoire qui a, bien sûr, toujours impliqué la Chine comme étant l'acteur principal de la région. Et cela remonte à des milliers d'années, sans compter les 500 dernières années de colonisation occidentale, qui d'ailleurs ont contribué à de nombreuses tensions d'après-guerre, dans la mesure où la décolonisation n'a jamais été pleinement réalisée et consolidée. L'héritage du colonialisme britannique en Inde, au Tibet et dans ce genre de contexte. Cela étant dit, cette région possède également une longue expérience régionale qui précède la colonisation européenne. Et je pense que cette mémoire musculaire, si l'on peut dire, ou cette mémoire culturelle institutionnalisée, fonctionne de manière à résister à la tentative des États-Unis de créer des blocs au sein de la région. Les dynamiques régionales ont tendance à être un peu plus fluides, mais aussi un peu plus orientées vers le consensus. Ce qui vise non pas à formaliser et figer ces blocs concurrents, mais à concilier les intérêts dans un environnement beaucoup plus fluide et dynamique. Donc je dirais qu'il existe une sorte d'éthos asiatique, si l'on veut, sans vouloir trop forcer cette analogie. L'autre défi auquel, selon moi, les États-Unis sont confrontés, c'est que, malgré leur volonté de provoquer des conflits et de pousser d'autres à mener les guerres américaines, de les armer et d'en tirer profit, et si tout tourne mal, de se retirer et de prétendre jouer les médiateurs, alors qu'ils sont en réalité co-belligérants, nous avons affaire à des pays comme le Japon, par exemple, qui ont leur propre conception de ce que signifie être japonais. Et bien qu'il ait été en effet un État client, et un État client occupé pendant la majeure partie des 80 dernières années, il existe depuis longtemps une forme de nationalisme japonais, plus ou moins marqué. Et je pense que nous commençons à voir certains mouvements, et nous en avons probablement déjà vu des signes, Glenn, au cours des 10 dernières années, de la classe politique japonaise qui cherche à s'extraire un peu de l'ombre américaine. Et l'actuel Premier ministre japonais a, je pense, des perspectives intéressantes à ce sujet. Il a bien sûr avancé l'idée d'une OTAN asiatique. Mais ce faisant, cela s'accompagne de cette proposition que, bien entendu, les Américains rejettent catégoriquement,
selon laquelle les Japonais devraient avoir des bases sur des territoires américains dans le Pacifique, selon les mêmes accords extraterritoriaux que ceux qui régissent les bases américaines sur le sol japonais. Et bien sûr, cette dernière série de droits de douane imposés par l'administration Trump a quelque peu pris Tokyo par surprise, car la prétendue relation spéciale qui existerait entre le Japon et les États-Unis n'est en réalité pas si spéciale que cela. Je pense donc que les Japonais cherchent des moyens d'affirmer un peu plus leur autonomie. Jusqu'où ils sont prêts à aller dans cette direction sera, à mon avis, une décision tactique. Mais je ne doute pas qu'il existe une ambition stratégique, profondément ancrée, aussi limitée soit-elle, de s'affranchir de la tutelle américaine. Lorsque l'on se rend en République de Corée, la population doute de plus en plus que le parapluie protecteur américain, son parapluie nucléaire, s'étende en pratique à la Corée. En réalité, il n'y a aucune attente en Corée que Washington mette en danger Washington, New York, Boston, Los Angeles, San Francisco ou n'importe quelle autre ville en risquant une attaque de la RPDC pour défendre Séoul. Ainsi, les efforts des États-Unis pour diviser et régner, pour pousser d'autres à l'avant, ont en quelque sorte du sens compte tenu des limites matérielles auxquelles les États-Unis sont de plus en plus confrontés. Mais c'est quelque chose que les États-Unis ne peuvent pas totalement contrôler. Vous savez, une fois que l'on a libéré le génie de la bouteille, les pays avec leurs propres ambitions vont voir cela à la fois comme des risques, car cela déstabilise la situation, et comme des opportunités, parce que la situation est instable, et je pense que nous commençons à en voir les effets. Eh bien, j'ai entendu une rhétorique similaire de la part de certains pays d'Europe de l'Est, comme la Hongrie, où l'on faisait remarquer que dans les années 90, l'Amérique était la seule option possible. Donc il fallait faire ce qu'il fallait, c'est-à-dire s'aligner sous l'hégémon. C'était soit s'aligner, soit se faire écraser. Et il y avait aussi beaucoup d'opportunités à cette époque. Il était également clair qu'à ce moment-là, les Américains avaient à la fois les capacités, mais aussi, dans l'ensemble, l'intention d'offrir les avantages d'être un vassal ou un protectorat. Comme vous l'avez mentionné, j'ai aussi remarqué que ces voix commencent à se faire entendre au Japon et en Corée du Sud. Mais à quel point sont-elles marginales? Car elles proviennent de personnes assez haut placées. Et elles expriment désormais des interrogations à la fois sur la relation commerciale, jusqu'où va la pression pour se découpler de la Chine et se rapprocher des États-Unis, et aussi dans le domaine militaire, comme vous l'avez souligné. On observe également cela à Taïwan, alors que les États-Unis, Trump avait alors suggéré qu'il faudrait peut-être déplacer la production de semi-conducteurs vers les États-Unis. Sous Biden, il y a eu, je ne me souviens plus qui exactement, un général, je crois, qui a fait un commentaire, ou peut-être étaient-ce des politiciens, disant que s'il y avait une guerre à propos de Taïwan, et, selon leurs mots, si Taïwan devait être perdu au profit de la Chine, alors il faudrait faire sauter toutes ces usines en partant. Ce qui soulève la question, dans quelle mesure sont-ils là pour aider? Ou bien les Taïwanais sont-ils utilisés, comme les Ukrainiens l'ont été? Donc, compte tenu de tout cela, des inquiétudes d'être utilisés comme des proxys, peut-on s'attendre à voir des mouvements plus larges? Et s'il y en avait, tout mouvement d'indépendance vis-à-vis des États-Unis ne se traduirait-il pas par une position plus équilibrée entre la Chine et les États-Unis? En d'autres termes, ils devraient améliorer leurs relations avec la Chine afin d'avoir plus d'autonomie stratégique, car diversifier les liens économiques serait sans doute une nécessité. Écoutez, je pense qu'il est probable que la pression continue dans la région à travers les différents pays en réponse à ces circonstances changeantes. En Australie, le débat sur sa relation avec les États-Unis s'intensifie,
Et l'on s'interroge pour savoir si le phénomène Trump n'est qu'une parenthèse, et si nous reviendrons à la normale après 2028, ou bien si cela reflète en réalité une nouvelle posture américaine pour des raisons structurelles. Je pense que nous avons également un débat plus large sur ce qui se passe en Asie elle-même, à la fois en termes absolus, c'est-à-dire, bien sûr, le développement continu de la Chine, mais aussi l'approfondissement des relations économiques entre la Chine et le reste de l'Asie, et finalement ce que cela signifie d'un point de vue de l'équilibre des pouvoirs entre les États-Unis et la Chine. Et je pense que ces débats vont continuer à s'intensifier. Ils ne disparaîtront pas, car la réalité de la situation fait qu'on ne peut pas éviter ces questions. Les États-Unis n'ont tout simplement plus la primauté incontestée dans la région. En fait, certains soutiennent que les États-Unis ont perdu leur position de primauté et que celle-ci est perdue à jamais, que l'Asie est déjà multipolaire, même si elle l'est de façon embryonnaire, et dans une certaine mesure chaotique et fluide. Ainsi, les nations de la région, chacune à leur manière, vont commencer à débattre de l'avenir et de la place à occuper dans 20, 30 ou 40 ans. Nous allons le voir aux Philippines, par exemple, où la question de l'alliance philippine avec les États-Unis va se heurter, je pense, à des débats sur l'identité nationale post-coloniale. Ce problème ne va pas disparaître là-bas. Nous avons parlé du Japon. Je pense que la République de Corée va continuer à être confrontée à ces questions. Cela ne va tout simplement pas disparaître. Et bien sûr, comme je l'ai mentionné ici en Australie, cela ne va pas disparaître non plus. Singapour a désespérément besoin que le monde continue à commercer. Sans commerce, Singapour n'est vraiment pas grand-chose. C'est une économie fondée sur le commerce mondial, et elle ne peut pas se permettre que le commerce mondial s'effondre à cause des préférences de Washington. Je pense donc que nous avons également constaté, Glenn, qu'en Asie, de nombreux dirigeants asiatiques ont clairement exprimé qu'ils avaient une perspective non alignée, forte et historiquement ancrée. Et ils disent à Washington, « Nous ne voulons pas avoir à choisir. Nous ne pensons pas avoir besoin de choisir. Et nous vous suggérons de ne pas nous demander de choisir, car vous pourriez nous pousser à faire un choix qui ne vous plairait pas. » Et je pense que c'est l'un des problèmes qui commence à émerger. Même cette demande faite à l'Australie de clarifier sa position, alors que l'Amérique elle-même maintient officiellement une politique d'ambiguïté concernant la question de Taïwan, risque en réalité de se retourner contre elle, car cela pousse l'Australie à prendre finalement une position que les États-Unis pourraient ne pas apprécier. Et c'est la réalité, n'est-ce pas? Je veux dire, on peut contrôler le récit, on peut contrôler l'information, tout cela. Mais au final, ce sont les forces économiques qui transforment la région. La modernisation militaire de la Chine, en réponse à 80 ans de domination américaine dans la région avec ses innombrables bases et personnels, transforme également l'équilibre militaire. Et je pense qu'il sera très très difficile pour les États-Unis, autant qu'ils le souhaiteraient, et je pense qu'ils essaieront quand même de provoquer des tensions dans la région, comme ils l'ont fait ailleurs dans le monde. Oui, je suppose qu'une fois que l'on parvient à attiser certaines tensions militaires, les alliés par procuration gravitent naturellement vers les États-Unis, qui se positionnent alors comme fournisseurs de sécurité. Mais il semble bien que la raison pour laquelle les États-Unis deviennent un peu plus, sinon optimistes, du moins enclins à privilégier l'action militaire, c'est que la guerre économique n'a pas donné les résultats escomptés. Encore une fois, l'idée que l'économie chinoise pourrait être brisée, que d'autres pays dans le monde se découpleraient de la Chine, rien de tout cela ne fonctionne vraiment. Ce qui alors? Eh bien, soit les États-Unis peuvent descendre l'échelle de l'escalade et chercher une forme de partenariat mutuellement bénéfique avec la Chine, soit ils peuvent aller vers une solution
plus militaire. Eh bien, simplement, en se basant sur l'histoire, ou du moins sur les 2 ou 3 dernières années, on est amené à penser que l'option militaire serait privilégiée. S'il devait y avoir une réponse militaire ou une escalade vers la guerre, Taïwan serait-elle alors la cause la plus probable d'un conflit? Ou voyez-vous d'autres voies possibles? Je ne pense pas que la Chine tirera le premier coup de feu. C'est la première chose que je dirais, ce qui signifie qu'en fin de compte, la question dépend des États-Unis. Je doute que les Philippines tirent le premier coup. Elles n'en ont aucune raison. Et je doute sérieusement que les Japonais ou les Coréens le fassent non plus. Donc ce que veulent les Américains, c'est provoquer la Chine afin qu'elle réagisse militairement d'une manière ou d'une autre. Je ne pense pas que la Chine réagira. En fait, je pense que si les Américains poussent trop loin, ils courent le risque que la Chine réponde en créant rapidement un cordon défensif autour de l'île, au nom de la souveraineté nationale et de la défense, en gardant à l'esprit, bien sûr, qu'elle considère l'île, et que le reste du monde, dans l'ensemble, la considère aussi, comme faisant partie d'une seule Chine. Donc il ne s'agit pas d'une occupation, ce n'est pas une invasion, c'est littéralement un cordon défensif. Et ce faisant, cela invite en réalité les Américains à relever le défi. Les Américains vont-ils le faire? Vont-ils le faire avec leurs propres hommes et leurs propres machines? Ou vont-ils essayer de pousser les Japonais à le faire, ou les Philippins, ou même les Australiens? Je doute sérieusement que l'un de ces autres pays accepte de jouer à ce jeu, car ils n'ont rien à y gagner au final. Et le risque que courent les États-Unis à ce sujet, c'est qu'ils se retrouveront face à un choix qu'ils devront faire. Cherchent-ils à briser le cordon défensif chinois autour de l'île, en tirant le premier coup à travers le cordon maritime, ou en pénétrant une zone d'exclusion aérienne, ou bien reculent-ils? Et encore une fois, c'est le risque que les États-Unis, à mon avis, courent, Glenn, lorsqu'ils poussent les choses aussi loin. Je pense qu'ils calculent que les autres réagiront comme eux le feraient, c'est-à-dire en tirant le premier coup. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire pour la Chine continentale, pour Pékin, d'emprunter cette voie en réponse à des provocations, si cela devait arriver. Je pense que l'autre risque qu'ils courent, et je parle des États-Unis, c'est que cela soit perçu comme le dernier acte du grand tyran. Et les tentatives de diviser l'Europe et surtout de démanteler la Russie, à mon avis, ont échoué de façon assez flagrante. Le chaos laissé au Moyen-Orient continue bien sûr de s'envenimer. Mais la Chine, c'est une toute autre paire de manches, surtout la Chine de 2025. Si les Américains veulent pointer des missiles vers la Chine, ils auront finalement besoin d'aimants fabriqués par la Chine. Et je ne pense pas que la Chine va aider l'Amérique à pointer des missiles contre elle-même. Donc, encore une fois, la réalité l'emportera sur les ambitions, quelles qu'elles soient, et sur ces croyances simulées en la grandeur américaine et en cette prétendue capacité militaire américaine sans fond. Ce n'est pas sans fond. C'est en réalité incroyablement dépendant des chaînes d'approvisionnement chinoises. Et franchement, les Américains feraient mieux de faire ce que vous avez suggéré, c'est-à-dire parvenir d'abord à une détente raisonnable avec la Chine, mais surtout devenir un pays normal, n'est-ce pas? Juste être normal. Si la Chine devait tirer le premier coup, cependant, elle tomberait dans le piège de « Eh bien, on peut déjà imaginer les gros titres des journaux » et le mot-clé « non provoqué » utilisé encore et encore pour mobiliser le soutien du public et de la communauté internationale en faveur d'une campagne contre ou d'une campagne durable contre la Chine. Oui, c'est pourquoi je ne pense pas que la Chine tirerait la première. L'autre chose que je devrais mentionner, Glenn, en fait, c'est que si un cordon défensif était établi autour de l'île,
Non seulement cela poserait un problème pour tout le monde, en particulier pour ceux qui acceptent réellement la politique d'une seule Chine, mais cela déclencherait aussi une crise politique sur l'île elle-même. Et selon qui est au pouvoir à ce moment-là, la réponse serait probablement différente. Mais je m'attendrais à ce que l'armée prenne en fait les devants sur l'île et joue un rôle très important en cas de crise de ce type. Et je ne serais pas surpris, et je pense que nous le savons grâce à des expériences ailleurs, que les militaires ont souvent tendance à être incroyablement réalistes, en fait, et sont les premiers à trouver des moyens d'éviter la guerre face à la réalité. Et je ne serais pas surpris si la force de défense de la République de Chine communiquait avec l'Armée populaire de libération et entamait un processus permettant d'aboutir officiellement à un accord et qu'un règlement politique puisse être trouvé de part et d'autre du détroit. Je ne pense pas qu'il y ait réellement de raisons fondamentales pour que cela ne puisse pas arriver. Cela ne veut pas dire que tout le monde aimera l'accord des deux côtés. C'est, en un sens, la nature des compromis. Tout le monde n'aime pas le résultat. Mais je pense qu'un règlement politique est tout à fait possible et en fait très probable au cours des 10 à 15 prochaines années. Eh bien, il semble effectivement que la question de savoir s'il s'oriente vers la guerre ou la paix dépend, comme vous l'avez dit, de la politique d'une seule Chine, car l'ambiguïté qui l'entoure crée une position double. D'un côté, tout le monde, pas seulement les États-Unis, mais aussi leurs alliés, reconnaît la politique d'une seule Chine, c'est-à-dire que Taïwan fait partie de la Chine. Mais encore une fois, la politique d'une seule Chine, qui s'est développée sous Carter, était censée limiter l'engagement des États-Unis avec Taïwan au domaine économique et culturel. Mais aujourd'hui, on voit progressivement les volets politiques et militaires prendre de l'ampleur, presque d'année en année. Et maintenant, on observe une pression croissante pour que Taïwan ait une plus grande représentation dans les institutions internationales, y compris aux Nations Unies. J'imagine que c'est ce gradualisme incrémental qui est à l'origine de beaucoup de tensions. Mais les États-Unis devront-ils choisir l'une ou l'autre voie, entre la guerre et la paix? Ou est-il possible de continuer à maintenir un certain équilibre stable entre les deux? Le problème avec le statu quo, qui est bien sûr la formule que tout le monde trouve diplomatiquement confortable, vous savez, tout le monde soutient le statu quo, personne ne soutient un changement unilatéral du statu quo, c'est que le statu quo en réalité n'est jamais figé. Ce qui constitue le statu quo aujourd'hui est en fait très différent de ce qu'il était il y a 10 ans et de ce qu'il était il y a 20 ans. Comme vous l'avez mentionné, les États-Unis, ces derniers temps, ont non seulement accru la politisation de leur engagement avec la République de Chine sur l'île de Taïwan, mais ils ont également fourni du matériel militaire. Il y a aussi des troupes américaines sur le territoire taïwanais. Et cela, bien sûr, va totalement à l'encontre des accords conclus avec la République populaire de Chine. Ainsi, les Américains ont lentement mais sûrement grignoté l'idée d'une politique d'une seule Chine. Rien de tout cela n'a échappé, bien entendu, aux responsables de Pékin. Ils sont très conscients que les Américains manquent en réalité de sincérité sur cette question. Du point de vue américain, je m'attendrais en fait à ce que le meilleur résultat soit de continuer à maintenir un statu quo caractérisé par un haut degré d'instabilité, mais qui ne bascule pas. Je pense que cela constitue une issue bien plus appropriée du point de vue américain que d'atteindre finalement ce moment où des décisions doivent être prises. Et je ne pense pas que les Américains aient réellement eu intérêt à déclencher une guerre en tant que telle, mais ils ont en revanche un grand intérêt à faire en sorte que les relations des deux côtés du détroit ne se stabilisent pas, qu'elles deviennent en réalité plus instables, et qu'un règlement politique tel que la réunification devienne plus difficile.
et c'est ce que font les Américains. Cela étant dit, Glenn, je pense qu'un des aspects intéressants a été les prises de position particulièrement actives et en fait favorables à l'indépendance de Lai Ching-te à Taipei. Et je pense qu'il y a plusieurs façons d'interpréter tout cela. L'une d'elles est bien sûr l'expression de ses convictions de longue date, ce qui fait sans doute partie de l'explication. Mais les politiciens, bien entendu, sont bien entraînés à maîtriser leurs convictions profondes en fonction des réalités. Et je pense qu'une des réalités auxquelles il est confronté, ou du moins dont il est très préoccupé, c'est en fait l'abandon. Il essaie de rester extrêmement pertinent, et c'est ainsi qu'il s'y prend. Qu'il veuille réellement provoquer une réponse authentique de Pékin est une autre question, mais il veut certainement que l'Amérique fasse attention à lui et continue de lui fournir des armes. Les armes qui sont fournies à Taïwan, à mon avis, sont finalement pour la forme. En cas de conflit sérieux, elles ne pèseraient absolument rien. Mais malgré tout, une partie du monde de la diplomatie s'exprime à travers ce genre d'actes symboliques. Vous avez mentionné, l'incrémentalisme, ou un autre terme, la tactique du salami, où l'on procède par petites tranches, au lieu de faire un grand pas en avant. Cela semble être un élément central de la stratégie américaine à travers le monde. On observe la même chose en Europe, bien sûr, avec l'expansion de l'OTAN et aussi des actions offensives, où l'on se retrouve soudainement dans une situation où certains dirigeants politiques se demandent « Eh bien, vous savez, nous avons rejoint l'OTAN parce que nous pensions que c'était une alliance défensive. Pourquoi nous demande-t-on maintenant de combattre la Russie en Ukraine? Comment en sommes-nous arrivés là ?» Et je suppose que c'est, vous savez, juste un pays de plus, un missile de plus. On procède par petites étapes successives. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on se retrouve dans une situation où l'on ne rencontre pas tant d'opposition, puisque ce ne sont que de petits pas, juste une formation, quelques marines à Taïwan, quelques missiles longue portée supplémentaires, et on avance ainsi progressivement. On fait donc face à moins d'opposition. Mais aussi, lorsqu'il y a finalement une réaction, on a l'impression qu'elle sort de nulle part. Encore une fois, c'est perçu comme non provoqué. Ce n'était qu'un missile de plus. Pourquoi êtes-vous contrarié? Mais dans le cas de la Chine, il y a souvent même une date qui circule. Je vois souvent la prédiction qu'en 2027, il y aura une guerre. J'ai cherché la raison derrière cela. Est-ce la fin d'un programme de modernisation militaire chinois, ou bien est-ce simplement sorti de nulle part? C'était un commentaire fait par un journaliste américain, un amiral de la marine ou un général dont j'ai oublié le nom pour l'instant, mais cette prédiction pour 2027 a en fait reçu un nom. Il semble que les Américains aient aussi une manière de créer ce genre de fiction, puis de les répéter et finalement de les transformer en vérité acceptée. Il en a été de même, je pense, concernant la situation en Ukraine, où les Américains ont commencé à affirmer que l'invasion de l'Ukraine par la Russie devrait pouvoir être achevée en 3 jours. Lorsque la Russie n'a pas réussi à le faire, cela a été présenté comme un échec, et ainsi de suite. En réalité, je ne me souviens pas qu'une seule fois quelqu'un en Russie ait jamais indiqué qu'il s'agissait d'une opération de 3 jours. Jamais. Je pense donc que l'Amérique a une manière, en quelque sorte très habile, de fixer la référence pour de nombreuses choses, puis de présenter tout le reste autour de cette référence comme s'il s'agissait d'une vérité. Cette histoire de 2027, à mon avis, a ensuite été rationalisée de toutes sortes de façons. Que ce soit parce que c'est une phase particulière de la modernisation de l'APL, ou parce que c'est une sorte d'échéance à laquelle l'APL sera manifestement supérieure en capacité par rapport aux Américains, et que par conséquent, les Américains doivent agir avant cette date.
the Americans must act before then. It's hard to know exactly what it is, but having these sorts. Il est difficile de savoir exactement de quoi il s'agit, mais le fait d'imposer ce genre d'échéance est un excellent moyen de maintenir les gens dans l'incertitude et de justifier toutes sortes d'activités, y compris, bien sûr, l'augmentation des fonds destinés au complexe militaro-industriel, ce qui détourne les ressources nationales d'objectifs économiques et sociaux raisonnables au profit d'objectifs de militarisation. Et je pense que c'est précisément ce que fait l'échéance de 2027. Il n'y a jamais eu la moindre indication du côté chinois concernant une quelconque date, tout d'abord. Et je pense qu'il est également important de noter que du côté chinois, il existe une très forte préférence pour que la réunification se fasse sans aucun recours à la force militaire. Tant que Pékin garde l'espoir que la réunification puisse se faire de cette manière, alors Pékin restera éternellement patient. Then Beijing will be forever patient. The only time where I think Beijing will Le seul moment où je pense que Pékin ne sera plus patient, c'est lorsqu'il ne croira plus du tout à la possibilité d'une réunification pacifique. Et c'est en fait le risque que toute cette déstabilisation engendre. Elle fait disparaître ce sentiment d'espoir. Et cet espoir d'ailleurs, Glenn, n'a même pas besoin d'être profondément ancré ou réel. Il suffit qu'il existe comme une référence politique pour dire « Regardez, cela peut encore arriver un jour, donc il n'est pas nécessaire que nous fassions quoi que ce soit. » Mais le jour où cet espoir disparaît, c'est le jour où, à mon avis, la région se retrouve dans une situation critique. C'est le jour où Pékin fera ce qu'il estime nécessaire pour protéger la souveraineté nationale. To protect national sovereignty. That nicely takes me to my last question, which is, Cela m'amène justement à ma dernière question. Comment la Chine réagit-elle globalement à ces tensions croissantes, alors que les États-Unis parlent désormais ouvertement de guerre avec la Chine, à un moment où ils affrontent déjà la Russie et l'Iran? Cela semble donc crédible. Elle en a les capacités. La Chine voit l'Amérique tenter d'organiser la région contre elle. Dans ce contexte, que fait la Chine en matière de préparation à la guerre? Cela modifie-t-il les efforts pour détacher Taïwan de la Chine? Cela suscite-t-il davantage de remous dans l'opinion publique? On a souvent l'impression que la population est plus en colère à ce sujet que les autorités chinoises. Que fait exactement la Chine? Bien sûr, elle mène des activités en mer de Chine méridionale. Elle aimerait percer la double chaîne d'îles. Tout cela. Mais comment la Chine se prépare-t-elle si elle considère qu'il y a une probabilité que ce conflit la concerne? Que fait-elle concrètement aujourd'hui? Eh bien, je pense que nous avons vu au cours des 6 derniers mois des déclarations du ministère des Affaires étrangères indiquant que la Chine ne cherche pas la guerre, mais que si l'Amérique veut l'imposer, alors la Chine mènera la guerre jusqu'au bout. Je pense donc que la Chine a été très très claire sur le fait qu'elle n'est plus disposée à reculer. Ce n'est pas sa voie privilégiée. Elle ne cherche pas à s'engager dans un conflit cinétique avec les États-Unis, et elle fera, je pense, tout ce qui est raisonnable pour éviter ce risque. En ce qui concerne les préparatifs, cependant, je pense que nous assistons à cela de manière multiforme. D'une part, bien sûr, il y a les transformations structurelles en cours et la consolidation de l'économie politique chinoise elle-même. Et cela se fait à la fois par une intensification du développement de nouvelles technologies, ainsi que par des avancées dans les énergies renouvelables au niveau national. Ce développement permet à la Chine d'atteindre plusieurs objectifs importants. Le premier est de réduire son exposition aux risques énergétiques liés à l'importation d'énergie. Deuxièmement, cela permet également de faire baisser le coût de l'énergie, ce qui améliore l'efficacité énergétique sur le plan national. Ensuite, et en partie grâce à la réduction du coût de l'énergie, la Chine peut accélérer le développement continu de son secteur des technologies de l'information et de son secteur scientifique, que ce soit dans l'intelligence artificielle ou la fabrication de haute technologie.
high technology enabled manufacturing. So it's consolidating its economic foundation. Ainsi, elle consolide ses bases économiques au niveau national. Deuxièmement, elle renforce ses liens économiques régionaux et internationaux avec des pays du monde entier. La région en est un excellent exemple, puisque la Chine est désormais le premier partenaire commercial de l'ASEAN, et l'ASEAN est le premier partenaire commercial de la Chine, ayant dépassé l'Union européenne il y a environ 4 ans. La Chine est l'un des plus grands investisseurs directs étrangers de la région et continue d'investir dans des infrastructures importantes. Elle construit donc son intégration économique avec la région. Sur le plan diplomatique, nous voyons la Chine bien sûr continuer à s'engager dans tous les forums possibles. C'est certainement un très grand pays doté des ressources nécessaires pour pouvoir le faire. Et il le fait non seulement par l'octroi d'une aide économique, mais aussi par ses contributions dans des domaines tels que le développement social, la santé, l'éducation, la médiation environnementale et ce genre de choses. Enfin, bien sûr, il y a la réponse militaire, et l'armée populaire de libération continue sans aucun doute de se moderniser. Je pense que ses capacités ont atteint un niveau où peu de gens douteraient de sa capacité à se défendre et à défendre le territoire chinois. Je soutiendrai, même si je comprends que ce n'est pas encore une opinion universellement partagée, qu'en réalité, la Chine a aujourd'hui la capacité de franchir la première chaîne d'îles. En réalité, la première chaîne d'îles en tant que ligne de défense n'existe déjà plus. Elle n'existe pas. Cela explique en partie pourquoi les Américains rapatrient certaines de leurs capacités vers Guam et Hawaï, et incitent d'autres à prendre davantage de responsabilités. Ainsi, les Américains se retirent de la région et poussent d'autres acteurs à occuper le devant de la scène. C'est parce que la Chine a désormais la capacité non seulement d'intervenir à l'intérieur de la première chaîne d'îles, mais aussi de la dépasser. Elle peut le faire non seulement grâce à une marine hauturière en pleine expansion et d'une taille impressionnante, ainsi qu'à certaines de ses capacités sous-marines, mais elle dispose aussi, selon moi, de la capacité de déployer des défenses par drone extrêmement volumineuses et intensives. Et bien sûr, la Chine dispose également de capacités de lancement de missiles hypersoniques. Vous savez, le Dongfeng, ou le DF-41 par exemple, peut atteindre des vitesses de Mach 27, transportant 10 ogives nucléaires distinctes sur une distance comprise entre 12 000 et 15 000 kilomètres. Il peut en fait traverser le Pacifique en 30 minutes. Ce sont des capacités très sérieuses. Et ce ne sont pas des choses qui me rassurent, je dois l'avouer, Glenn. Mais on pourrait aussi espérer que si la théorie de la destruction mutuelle assurée fonctionne comme moyen de dissuasion, alors les capacités de la Chine dans ce domaine pourraient contribuer à une détente instable, mais néanmoins stabilisée avec les Américains. Et nous ne pouvons qu'espérer que cela se produise. Je penserais qu'il y aurait, étant donné que les États-Unis poussent leurs alliés à assumer une plus grande part du fardeau dans une future guerre, on pourrait croire que l'histoire récente inciterait à la prudence parmi les pays de la région. Si l'on regarde l'Europe, l'Ukraine est dévastée. Elle pourrait être détruite en tant que nation. Les Européens sont économiquement épuisés, politiquement insignifiants. Et bien sûr, au Moyen-Orient, je qualifierais également la situation d'échec spectaculaire pour l'Iran, ce qui impose de lourds coûts aux autres pays de la région. Donc, étant donné ce rééquilibrage plus large, alors que le monde évolue vers une répartition du pouvoir plus multipolaire, cela, oui, on pourrait penser au moins des pays comme le Japon et l'Australie feraient preuve d'un peu de prudence, et je suppose reviendraient à l'ambition de ne pas avoir à choisir. Ou du moins, sinon rester neutre, au moins adopter un rôle plus passif dans la région. Mais oui, avant que vous ne partiez, où les gens peuvent-ils vous retrouver concernant vos livres, articles, comment?
Look, probably the best place, Glenn, is for people. Écoute Glenn, le meilleur endroit pour me trouver, c'est probablement sur Substack, Warwick Powell, W-A-R-W-I-C-K, P-O-W-A-L-L, substack.com. J'essaie de publier un article assez long une fois par semaine sur toutes sortes de sujets, pas seulement sur les questions de guerre et de paix, même si évidemment ça semble occuper beaucoup de notre temps en ce moment. Donc ce serait le meilleur endroit pour trouver des travaux pertinents pour ce type de discussion. Great. Well, I'll make sure to- Parfait. Eh bien, je veillerai à ajouter un lien dans la description. Donc oui, n'oubliez pas de suivre Warwick Powell et merci beaucoup pour votre temps. Thank you so much for your time. Ce fut un réel plaisir, Glenn. Ravi d'être avec vous.